Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons entrer dans le monde merveilleux de la psychologie. Plus précisément, nous allons parler de la théorie des intelligences multiples, développée par le psychologue américain Howard Gardner. Et avant toute chose, on va vous faire une petite biographie du gars, hein. Et pour ça, je vais vous laisser avec mon collègue. Mais il est où là? Je crois l'avoir vu en cuisine. Qu'est-ce qu'il fait dans la cuisine? Mais qu'est-ce que tu fous? On tourne là! On tourne quoi? L'épisode sur les intelligences multiples! Celui où tu devais faire une biographie d'Howard Gardner! Ah oui, c'est vrai, bien vu, oui, j'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui, mais c'est bon, je suis prêt, hein. Il suffit que je m'apprête et on peut y aller. Bon, je lance le générique, mais grouille-toi! Howard Earl Gardner, né en 1943 à Scranton, est un psychologue du développement américain. Père de la théorie des intelligences multiples, ses travaux se répercutent parfois dans le milieu scolaire qui, selon Howard Gardner, devrait être la raison d'être de l'école, le développement de toutes les formes d'intelligence. Il en répertorie 8. Il travaille à l'origine sur les lésions cérébrales et... Attends. T'es pas en train de lire sa page Wikipédia, là? Non. Ah oui, en fait, t'avais rien préparé du tout. Non, mais en fait, c'est parce que j'étais occupé et... Ah, c'est bon, ça va. Chut, je veux plus t'entendre. Mais... Comme je le disais, nous allons parler de la théorie des intelligences multiples. Car oui, c'est une théorie, pas un fait. C'est souvent comme ça que ça fonctionne en psychologie, par des théories qui ont comme but de catégoriser et de mieux comprendre la psyché humaine. Et dans certains cas, ces théories deviennent des faits, ou en tout cas des théories considérées comme telles par la plupart des spécialistes de ce domaine. C'est d'ailleurs ce que la plupart des scientifiques de type naturel, biologistes, physiciens, chimistes, reprochent à ce domaine, leur manque de précision et son incertitude. Et aussi le fait que ce qui peut être acquis comme étant certain maintenant ne le sera pas forcément plus tard. Ça arrive souvent que les théories soient reniées ou remises en cause par la suite. Bon nombre des théories de Freud, qui est l'un des piliers fondateurs de la psychanalyse, sont à présent remis en cause, ou en tout cas nuancées. Pour ma part, je trouve les critiques assez faciles et hypocrites. Je veux dire, des erreurs dans les sciences, il y en a eu à foison dans l'histoire. Je veux dire, c'est d'ailleurs comme ça que les sciences fonctionnent, en apprenant des erreurs de nos prédécesseurs. Alors certes, la psychologie est une science moins précise que la chimie, mais ça n'en reste pas moins une science. Elle fonctionne juste différemment sur certains aspects. C'est ce qui différencie les sciences molles aux sciences dures. Sciences molles. C'est quand même vachement péjoratif comme terme, je trouve. Je m'égare un peu là, non? Juste un peu. Donc la théorie des intelligences multiples n'est pas une vérité absolue. C'est tout simplement une façon différente d'interpréter comment fonctionne notre cerveau et de définir ce qu'est l'intelligence. Déjà là, on pose une question essentielle. C'est quoi l'intelligence? Difficile de répondre clairement à ça. C'est une facilité à comprendre les choses? À mieux retenir? Voici ce qu'a dit Gardner durant une interview en 2005 sur le sujet. À mon avis, le sens de ce mot change avec ce que l'on cherche. Si l'on cherche par exemple quelqu'un qui travaille dans le marketing chez un éditeur, on ne cherche pas les mêmes qualités que pour un professeur de grec. On utilise pourtant le même mot. L'éditeur appellera intelligent quelqu'un qui comprendra rapidement l'essentiel d'un livre, qui saura à qui le proposer, avec quel contact perdre ou ne pas perdre de temps. On embauchera un professeur qui aura l'intelligence du grec et la capacité de l'enseigner à des enfants qui peuvent être réticents. C'est là tout l'intérêt du travail de Gardner. Au lieu de donner plusieurs définitions de l'intelligence en fonction de la situation, il ne va donner qu'une définition différente pour chacune des 8 formes d'intelligence qu'il a établies. Il n'y a pas qu'une seule intelligence absolue. Il y en a 8 selon lui, ou au moins 8 en tout cas, qui varient en intensité en fonction de l'individu. Des exemples illustrant ça, il y en a plein. Regardez rien qu'à l'école. Il y a des étudiants qui arrivent très facilement à retenir et à comprendre les notions de science. Par contre, vous les mettez devant une langue étrangère et vous leur demandez de retenir un vocabulaire. Ce sont de vrais débiles. Comme nous. En effet. Certaines personnes arrivent à vous écrire des poèmes magnifiques en même pas quelques heures.
Par contre, vous les mettez devant un tableau avec la formule de Pythagore, ils vont se mettre à avoir un regard de vache en train de brouter. Ainsi, Gardner estime que chaque individu a des aptitudes naturelles pour chacune de ses intelligences. Mais ces aptitudes ont plusieurs facteurs, je veux dire par là qu'on ne naît pas doué en maths et nul en littérature. Certes, la naissance y joue quand même un peu, mais l'enfance va également énormément jouer là-dedans. Si vous êtes né dans une famille mélomane qui écoute et qui pratique régulièrement la musique, forcément vous allez être doué là-dedans aussi. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas doué dans une des intelligences que vous n'arriverez jamais à rien là-dedans. C'est juste qu'il vous faudra beaucoup plus d'efforts pour arriver à un résultat que dans une autre intelligence où vous êtes plus doué. Alors que dans certains domaines, ça viendra tout seul, ou alors avec très peu d'efforts. Voilà pour ce qui est de la base du travail de Gardner. Comme je vous l'ai dit, il y a 8 formes d'intelligence. Les voici. Bon, alors celui-là, il est très simple à comprendre, c'est le fait des dos avec les chiffres et la logique. Voilà. D'où son nom d'ailleurs. C'est souvent d'ailleurs à cette intelligence qu'on associe le génie dans la culture populaire, cette capacité à pouvoir facilement trouver des solutions à un problème, à résoudre des formules mathématiques aussi facilement que si on faisait une omelette, voire plus. D'ailleurs, à l'époque, on appelait ça avoir la bosse des maths. Cette fameuse bosse de la mathématique est le fruit de la phrénologie, une pseudo-science du XIXe siècle qui établit une relation entre la forme du cerveau et ses capacités intellectuelles. En gros, les choses qui sont assez importantes dans notre personnalité, par exemple la gaieté ou l'intelligence des maths par exemple, auraient une influence sur la forme de notre cerveau et donc de notre crâne. Ce qui est complètement faux. Non mais ça sert à rien d'essayer de te rattraper, t'as merdé. Alors laisse tomber, va jouer au billes, y en a qui bossent là. Non mais tu vas me parler sur un autre ton, je suis pas... Ne m'énerve pas petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. J'ai vraiment besoin de l'expliquer, celle-là. Je veux dire, c'est celle qu'utilisent les grands virtuoses pour composer de la musique, ou tout simplement les gens qui ont l'oreille absolue. Avoir l'oreille absolue, c'est savoir identifier une note rien qu'en l'écoutant. À savoir directement en entendant un son, si c'est un do, si c'est un sol, si c'est un fa. C'est l'art de comprendre la subtilité des sons. C'est ce qui nous permet de différencier un bruit d'une musique. C'est savoir utiliser son corps dans son milieu. C'est ce qu'utilisent les danseurs, les acteurs, mais les sportifs aussi. Attends, quoi ? Les sportifs de haut niveau sont des génies maintenant ? Plus sérieusement, dans le cas des footballeurs, ce qui les rend intelligents par rapport aux autres, c'est cette capacité à savoir viser avec une extrême précision dans les buts. Je veux dire, la plupart du temps, quand un footballeur rate son goal, c'est parce qu'il y a d'autres joueurs, parce qu'il est stressé, parce qu'il n'a pas eu le temps de bien travailler le truc. Je veux dire, mais normalement, à chaud, au calme, il arrivera à facilement viser, et très souvent à viser très précisément dans le goal, ce qui est plutôt balèze. Et là, c'est pas le pied qui bosse, hein, c'est la tête. Prenez l'exemple d'un joueur de baseball, c'est plus marquant. Il reçoit une petite balle à plus de 150 km/h et il doit réussir à la renvoyer avec un bout de bois qui est pas si large finalement. Et pourtant, en une fraction de seconde, son cerveau arrive à savoir où la balle va arriver et comment la renvoyer à un endroit bien précis. C'est balèze, mine de rien, le cerveau il bosse dans ces cas-là. Les travailleurs manuels se servent également de cette intelligence. Alors celle-là est assez liée à l'intelligence précédente, d'ailleurs beaucoup de sportifs s'en servent aussi. C'est cette capacité à comprendre l'espace qui nous entoure et à savoir le manipuler dans notre tête. Les aveugles se servent énormément de cette intelligence pour pallier à leur cécité. Et plus simplement, vous vous servez de celle-là quand vous manipulez une carte. Donc dans le stéréotype misogyne, les femmes sont dénuées de cette intelligence-là. L'art plastique se sert énormément de cette intelligence, que ce soit les sculpteurs, les architectes ou même les peintres. Les joueurs d'échecs se servent de cette intelligence pour prévoir leurs mouvements plusieurs coups à l'avance. Alors celle-là, elle est très simple aussi, c'est la capacité de manipuler les mots, que ce soit à l'écrit mais également à l'oral. Elle est très utile aux auteurs, aux écoliers, aux politiciens, même si certains y arrivent très bien sans. C'est ce qui nous permet de comprendre les gens qui nous entourent. L'empathie puise clairement dans cette intelligence. C'est la capacité de communiquer. Les manipulateurs sont de véritables génies dans ce domaine. Mais pas que. Je veux dire,
Un bon thérapeute se doit de maîtriser cette intelligence sur le bout des doigts. D'ailleurs, c'est l'intelligence la plus importante, ou en tout cas la plus utile dans la vie de tous les jours. Les personnages fictifs tels que Patrick Gene ou alors Sherlock Holmes associent cette intelligence à celle de la mathématique. C'est ce qui les rend aussi doués pour comprendre ce qui les entoure. Je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec le fait de se trouver génial ou de penser qu'on est les meilleurs. Non, non, ça c'est la mégalomanie, c'est pas la même chose. Alors celle-là, c'est un peu l'opposé de celle d'avant. C'est la capacité de se comprendre soi-même, de connaître ses limites, qu'elles soient sentimentales, émotionnelles, intellectuelles ou même caractérielles. Il y a aussi la notion de savoir se contrôler intérieurement dans cette intelligence. En somme, c'est se connaître vraiment. Elle fonctionne en étroite relation avec l'interpersonnel car pour que ça fonctionne avec les autres, eh bien il faut être conscient de ses propres émotions et surtout savoir les contrôler. C'est la compréhension du monde qui nous entoure, son fonctionnement. C'est celle qu'utilisent les scientifiques. Et en bonus, je vais vous donner une 9e intelligence que Garner a développée par la suite, mais qui n'est pas encore totalement admise comme étant une vraie intelligence en soi. D'où le fait qu'on dit toujours 8 intelligences. Alors celle-là, je ne comprends pas à 100% où il a voulu en venir. Apparemment, c'est l'intelligence philosophique. Du coup, je vais vous lire ce que j'ai sur le sujet. C'est la capacité d'un individu à se poser des questions dans le sens de la vie, à penser ses origines et sa destinée. Voilà. Mais même lui reconnaît que c'est pas une vraie intelligence en soi, et il dit souvent qu'il a développé 8 intelligences et demie. Voilà. Voilà pour ce qui est de la théorie des intelligences multiples. Alors vous vous doutez bien, Garner n'est pas friand du test de QI, qu'il considère ne tester que certaines intelligences et pas du tout les autres. Et d'ailleurs aussi, il reproche exactement la même chose à l'enseignement. Il considère qu'on ne développe l'intelligence des enfants que certains, et les autres formes d'intelligence sont complètement abandonnées, ce qui fait que si on est doué dans ces domaines-là, mais pas dans ceux qu'on nous enseigne à l'école, on va avoir beaucoup de mal à réussir à l'école alors qu'on est doué, mais pas dans ce qu'on nous enseigne. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que vous aurez apprécié à le regarder, au moins autant que moi j'ai eu à le faire, et si c'est le cas, mettez plein de petits pouces partout. Mettez dans les commentaires quelle est l'intelligence pour laquelle vous êtes vraiment doué, et surtout celle dans laquelle vous êtes un gros débile. Parce que faut pas se leurrer, il y en a au moins une où on est con. D'où le titre de l'épisode d'ailleurs. Et pour finir, partagez la vidéo, ça vous coûte rien. Et moi, ça me ridiculise à chaque fois un peu plus sur le web. Abonnez-vous et salah salah!